Partout en France, tu entends la même phrase, si on n'arrive plus à se loger, c'est à cause d'Airbnb. Moi-même, je fais un peu d'Airbnb depuis 2024 après avoir fait exclusivement de la location longue durée pendant 20 ans. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la location courte durée est réellement responsable de la crise du logement ou est-ce juste un bouc émissaire bien pratique? Parce qu'aujourd'hui, en France, le pouvoir d'achat immobilier est au plus bas historique. Les prix explosent, les taux d'intérêt montent en flèche et de moins en moins de Français peuvent acheter ou même louer à prix abordable. Alors forcément, dans ce climat, accuser Airbnb paraît logique. On se dit que les logements qui partent en location saisonnière, ce sont des appartements en moins pour les habitants. Mais tu vas voir que la réalité est très différente. Dans cette vidéo, on va s'appuyer sur des chiffres indépendants d'Eurostat et de l'INSEE pour comprendre le vrai poids de la location courte durée en France. Et surtout, reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais te révéler un chiffre complètement fou dont presque personne ne parle et qui va complètement changer la façon dont tu vois Airbnb et la crise du logement. Avant de savoir si Airbnb est vraiment coupable, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel on se trouve en France. Une crise du logement sans précédent, parce qu'elle est bien réelle et elle touche de plus en plus de monde. Aujourd'hui, acheter un logement est devenu un parcours du combattant, et pas seulement à Paris. Même dans des villes moyennes, même dans des zones autrefois abordables, les prix ont complètement flambé. Les Français n'ont jamais eu aussi peu de pouvoir d'achat immobilier. Mais concrètement, ça veut dire quoi un pouvoir d'achat immobilier? Eh bien c'est simple, c'est la surface que tu peux acheter avec ton salaire et un crédit classique. Et ce chiffre a chuté comme jamais. Depuis 2020, les taux d'intérêt ont quadruplé, passant de un peu plus de 1% à plus de 4%. En seulement 3 ans, le coût du crédit a juste explosé. La conséquence directe, c'est que des millions de ménages qui pouvaient encore acheter en 2019 n'ont aujourd'hui plus du tout la capacité d'accéder à la propriété. Et ceux qui avaient déjà un logement voient la valeur de leurs biens menacée parce que les acheteurs potentiels se raréfient tout simplement. Et là, tu te dis peut-être, oui, mais on peut toujours louer. Sauf que même louer devient de plus en plus compliqué. Les loyers montent et surtout, dans certaines zones, il n'y a tout simplement pas assez de logements disponibles. On appelle ça des zones tendues, Paris, Bordeaux, Annecy, la côte atlantique, les Alpes. Dans tous ces endroits, la demande explose alors que l'offre de logement ne suit plus. La raison, c'est qu'en parallèle, la construction de logements neufs s'est effondrée. Construire coûte de plus en plus cher. Les matériaux en hausse, les normes environnementales de plus en plus strictes, les terrains plus rares et plus chers. Les promoteurs construisent moins et ça accentue le déséquilibre entre l'offre et la demande. En résumé, la situation est la suivante. D'un côté, les Français ont besoin de plus de logements parce que la population augmente et parce que les ménages sont plus petits, il y a plus de divorces, plus de personnes seules, mais de l'autre côté, l'offre ne suit pas, elle est freinée par des coûts de construction records, des réglementations plus strictes et un parc existant qui vieillit très mal. Et c'est dans ce contexte explosif qu'Airbnb et la location courte durée en général apparaissent dans le débat. Parce qu'évidemment, c'est tentant de se dire, si on interdit les locations touristiques, ça libérerait des milliers de logements pour les habitants. Mais est-ce que ça suffirait vraiment à résoudre cette crise? Eh bien spoiler, la réponse est beaucoup moins évidente qu'on ne le croit, parce que dans la réalité, les causes profondes de la crise de logement sont ailleurs. Maintenant, il faut comprendre une chose essentielle. En France, le marché est déjà complètement déséquilibré entre l'offre et la demande. Et ça, bien avant qu'Airbnb ou les locations touristiques ne deviennent un phénomène de masse. Du côté de la demande, la pression est énorme parce que la population française continue de croître même lentement. Mais surtout parce que la taille des ménages se réduit. Ça veut dire qu'il y a plus de foyers à loger, même si la population n'explose pas. Moins de familles nombreuses, plus de célibataires, plus de couples sans enfants ou séparés. Et mécaniquement, ça veut dire qu'il faut davantage de logements pour loger le même nombre de personnes. Parallèlement, certains territoires concentrent la majorité de cette demande. Les grandes villes, les zones côtières, les régions attractives, c'est ce qu'on appelle la polarisation démographique. Je me souviens encore du cours de géo avec la fameuse diagonale du vide. Si tu vis dans une métropole, tu le vois bien, la demande est bien plus forte qu'en zone rurale. À Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, sur le littoral atlantique ou méditerranéen, ou encore en montagne, la pression est maximale. Et pendant ce temps-là, dans certaines zones rurales, l'offre est parfois supérieure à la demande. C'est pour ça qu'il faut toujours analyser la crise du logement à l'échelle locale, pas seulement nationale. Et maintenant, regardons du côté de l'offre. Là, les choses se corsent. Depuis 15 ans, on construit environ 350 000 logements par an.
Dit comme ça paraît énorme, mais ce chiffre n'est pas suffisant parce qu'il ne couvre que les besoins liés à la croissance de la population. Il ne prend pas en compte le remplacement du parc existant, c'est-à-dire les logements vétustes, insalubres ou tout simplement inadaptés à la demande actuelle. On a donc un déficit structurel de logements qui s'accumule année après année. En plus, chaque année, on a des dizaines de milliers de logements qui sortent du marché locatif longue durée. Certains deviennent vacants, on y reviendra dans une autre partie de cette vidéo, et d'autres sont transformés en résidences secondaires. En moyenne, environ 100 000 logements disparaissent de l'offre chaque année, alors qu'on aurait besoin de 250 000 logements supplémentaires pour suivre le rythme. On creuse l'écart année après année. Et ce déséquilibre entre offre et demande n'est pas nouveau. Il date de plus d'une décennie. Mais il est en train de s'aggraver parce qu'on cumule tous les facteurs négatifs en même temps. Hausse des taux d'intérêt, explosion des coûts de construction, ralentissement des mises en chantier et évidemment pression démographique dans certaines zones attractives. Tu comprends donc que la crise du logement ne peut pas juste être résumée à Airbnb prend des logements. Même si demain on supprimait toutes les locations touristiques, on continuerait à manquer de centaines de milliers de logements chaque année. Le problème est beaucoup plus profond, c'est un déséquilibre structurel entre une demande croissante et une offre qui n'arrive pas à suivre. Et ce qui est frappant, c'est que ce déséquilibre se renforce dans les territoires les plus tendus, les littoraux, les grandes villes, les zones de montagne. Exactement là où, par hasard, Airbnb et la location saisonnière sont les plus visibles. Alors forcément, les regards se tournent vers elles. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles sont la vraie cause ? Eh bien, pas forcément. On va voir ensemble que d'autres facteurs pèsent beaucoup plus lourd sur l'offre de logement. Jusqu'ici, on a vu deux choses. D'un côté, une demande qui explose, et de l'autre, une offre qui n'arrive pas à suivre. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui freine vraiment l'offre de logement en France ? Est-ce que ce sont vraiment les locations Airbnb ou autre chose ? Eh bien, si on regarde les chiffres, la première cause qui saute aux yeux, ce n'est pas la location courte durée, c'est la vacance. Les logements vides. Depuis 15 ans, plus d'1 million de logements supplémentaires sont devenus vacants. Oui, 1 million. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'accueillir des familles, des couples ou des étudiants, ces logements sont juste vides, fermés, inutilisés. Et rien que dans les zones en tension, 350 000 logements vacants en plus ont été recensés sur les 15 dernières années. De quoi loger 700 000 personnes. Et la vacance, elle a plein de causes. Parfois, le logement est insalubre, pas aux normes, et le propriétaire n'a juste pas les moyens de le rénover, alors il le laisse. Parfois, il est en héritage et les héritiers ne sont pas d'accord pour le gérer. Parfois encore, le propriétaire garde son bien en espérant une future hausse des prix. Bref, 1000 raisons différentes. Mais une seule conséquence, ce sont des logements en moins pour le marché. Et crois-moi, ça pèse bien plus lourd que les meublés de tourisme. Deuxième frein, ce sont les résidences secondaires. Leur part dans le parc de logements est stable depuis des décennies, mais en valeur absolue, leur nombre a fortement augmenté. Et contrairement à ce qu'on croit, les locations de type Airbnb ne représentent qu'une petite partie de ces résidences secondaires. La majorité sont tout simplement des maisons de vacances, utilisées quelques semaines par an et vides le reste du temps. Là encore, ce sont autant de logements qui sortent de l'offre principale de logement. Troisième facteur, c'est la construction neuve qui patine. Alors quand on met tout ça bout à bout, on comprend mieux d'où vient la tension immobilière actuelle. Les logements vacants et les résidences secondaires absorbent une énorme partie de l'offre. Et dans ce tableau global, la location courte durée pèse très peu en fait. Pour te donner une idée, en France, il y a environ 1 million de meublés de tourisme. Mais attention, la grande majorité ne sont pas des logements dédiés à la courte durée. 48% de ces logements sont des résidences principales louées quelques semaines par an. 44% sont des résidences secondaires utilisées uniquement par leurs propriétaires une partie du temps et louées que quelques semaines en complément de revenus ou pour payer des charges du bien. Du coup, les meublés 100% dédiés à Airbnb et aux plateformes représentent seulement 8% de tous les meublés touristiques en France. Autant dire qu'en proportion du parc de logements français, c'est une infime partie. On va voir ça à la fin. Donc la prochaine fois que tu entends Airbnb est responsable de la crise du logement, pose-toi juste la question, est-ce qu'on ne se trompe pas juste de cible ? Parce que pendant qu'on débat de quelques dizaines de milliers de logements dédiés à la location touristique, il y a des millions de logements vides ou utilisés seulement quelques semaines par an qui échappent complètement au marché classique. Ou plutôt, cette cible a déjà été traitée par des règles très dures que l'on va voir ensuite,
Mais que fait-on pour les autres causes? Eh bien pas grand-chose. Et pour être clair, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun impact local des locations touristiques. Dans certaines villes très tendues comme Paris, Bordeaux ou Annecy, la location courte durée accentue la pression. Mais à l'échelle nationale, les vrais freins, les vrais coupables, ce sont d'abord les logements vacants, les résidences secondaires et le manque de construction. La crise du logement, elle ne touche pas partout de la même façon. Certains territoires sont clairement en première ligne, et c'est là que les tensions sont les plus violentes. Quand on regarde de près, 3 zones ressortent systématiquement: les grandes villes, les littoraux et les zones de montagne. Commençons par les grandes villes. Paris évidemment, mais aussi Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse ou encore Nantes. Dans ces métropoles attractives, la demande est énorme. Étudiants, jeunes actifs, familles, expatriés, tout le monde veut y vivre, mais l'offre de logement n'augmente pas au même rythme. La conséquence, ce sont des loyers qui flambent, des biens à la vente inaccessibles et des listes d'attente interminables pour trouver un appartement. Rien qu'à Paris, le marché est tellement saturé que la ville a dû mettre en place des règles ultra strictes pour limiter les meublés touristiques. Compensation obligatoire, enregistrement obligatoire, limitation drastique des résidences principales à 120 puis 90 jours de location par an. Et malgré ça, la vraie bombe, ce sont les logements vacants. Ils sont toujours 15 fois plus nombreux que les logements dédiés à Airbnb dans la capitale. Deuxième zone critique, c'est le littoral. Côte Atlantique, Côte d'Azur, Bretagne, Pays Basque, ces territoires sont ultra attractifs. Les Français adorent y passer leurs vacances, les retraités veulent y vivre à l'année et les investisseurs cherchent des biens rentables. Mais forcément, dans des villes comme Biarritz, La Baule ou Nice, l'équilibre est vite rompu. L'exemple de La Baule est très parlant. Plus de la moitié des logements y sont des résidences secondaires. Et les meublés touristiques dédiés, ceux qui fonctionnent uniquement en courte durée, ne représentent que 0,4% du parc. Autrement dit, la pression vient surtout des résidences secondaires, pas des locations Airbnb. Troisième zone, c'est la montagne, et là encore, on retrouve la même logique. Des villes comme Annecy, Chamonix ou Megève sont extrêmement demandées, autant par les touristes que par les habitants qui y travaillent. Mais le parc immobilier est limité par la géographie. On ne peut pas construire à l'infini dans les vallées ou sur les pentes. À Annecy, par exemple, les meublés touristiques dédiés représentent seulement 0,7% du parc de logements. Et pourtant, le marché est sous tension permanente. La réalité, c'est que les logements vacants sont 11 fois plus nombreux que les locations touristiques dédiées dans la ville. Tu comprends tout de suite où est le vrai problème. Et puis, il y a les disparités à l'intérieur même des départements. Dans les Alpes-Maritimes ou les Pyrénées-Atlantiques, tu as un contraste énorme entre le littoral et l'arrière-pays. Sur la côte, tout est saturé. Prix record, pression touristique, résidences secondaires en masse. Mais à quelques kilomètres dans l'arrière-pays, c'est une toute autre histoire. Certains villages ont plus de logements disponibles que la demande. C'est une crise à 2 vitesses et ça montre bien que la question de la location courte durée ne peut pas être analysée avec une vision nationale uniforme. Enfin, Bordeaux mérite une mention spéciale. La ville est un symbole de l'essor d'Airbnb et elle a réagi avec des règles très strictes. Compensation dès le premier bien, limitation des résidences secondaires, contrôle renforcé. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, les logements vacants y sont 19 fois plus nombreux que les meublés touristiques dédiés. C'est dire si l'effet Airbnb est en réalité marginal comparé au reste. En résumé, ce qui se joue localement, c'est surtout une question d'attractivité et de rareté. Les zones les plus désirées concentrent l'attention et c'est là que la location courte durée est la plus visible. Mais visible ne veut pas dire responsable. Les chiffres montrent clairement que d'autres facteurs pèsent bien plus lourd dans l'équation. On parle beaucoup de la location courte durée comme d'un problème, mais on oublie souvent de regarder ce qu'elle apporte réellement. Parce que les meublés de tourisme ne sont pas seulement des logements en moins pour les habitants. Ils jouent aussi un rôle économique et social qui est rarement mis en avant. D'abord, ils répondent à un vrai besoin d'hébergement touristique. En France, les hôtels sont nombreux, mais pas assez pour absorber toute la demande, surtout en haute saison ou lors d'événements majeurs. Dans certaines régions, la capacité hôtelière couvre à peine 70 à 80% des besoins. Autrement dit, sans les meublés touristiques, une partie des touristes ne trouverait tout simplement pas où dormir. Et c'est encore plus vrai lors des pics comme la Coupe du Monde du rugby, les Jeux Olympiques ou même pendant les grandes vacances. Les plateformes comme Airbnb ou Booking deviennent alors une soupape indispensable pour accueillir tous ces voyageurs. Ensuite, il y a la question du maillage territorial. Aujourd'hui, les hôtels sont concentrés dans environ 5300 communes en France. Mais les meublés de tourisme, eux, sont présents dans plus de 29 000 communes. C'est colossal. Ça veut dire que dans des petites villes, dans des villages, dans des zones où il n'y a pas un seul hôtel, les voyageurs peuvent quand même trouver une solution d'hébergement grâce à la location courte durée. Mais ce n'est pas tout. Du côté des propriétaires, louer en courte durée permet souvent de boucler les fins de mois.
Dans les chiffres, on voit que la majorité des hôtes, 92% pour être exact, utilisent les revenus tirés de la location pour préserver leur pouvoir d'achat, rembourser un crédit immobilier ou encore rénover et entretenir leur logement. Et ça, c'est loin d'être anecdotique. Dans un contexte où l'inflation grignote petit à petit le budget des ménages, où les impôts augmentent, ces revenus complémentaires font parfois la différence entre un projet viable et un projet impossible. C'est particulièrement vrai dans les zones où les prix sont très élevés. La location saisonnière devient une façon de financer les charges, les taxes ou même les travaux nécessaires pour garder le bien en état. Autrement dit, ça permet de maintenir des logements en vie là où certains auraient pu se dégrader ou simplement rester vacants. Et puis il faut regarder la chose sous un angle plus global. Les meublés touristiques apportent un flux économique énorme dans les territoires. Les voyageurs qui réservent sur Airbnb ne dépensent pas seulement pour l'hébergement. Ils vont au restaurant, ils font leurs courses, ils visitent, ils consomment localement. Une nuitée en courte durée, ce n'est pas seulement quelques dizaines d'euros pour un propriétaire. C'est un impact démultiplié pour tout un écosystème local, sans oublier les revenus pour la ville et les régions en taxes de séjour. C'est autant de moins à ponctionner en taxes foncières auprès de tous les propriétaires. Bizarrement ça, personne n'en parle alors que la taxe foncière a augmenté de 35% sur les 10 dernières années. Enfin, il ne faut pas oublier que beaucoup de meublés de tourisme ne sont pas exploitables tout simplement en longue durée. Par exemple, une maison de vacances dans un village isolé ou un chalet à la montagne ne trouverait pas facilement de locataires à l'année. En revanche, en location touristique, il répond parfaitement à une demande ponctuelle. Dans ce cas, dire que ces logements volent de l'offre principale est une illusion. Ils n'auraient pas trouvé preneur de toute façon. En clair, les meublés de tourisme ne sont pas qu'une contrainte, ils sont aussi une solution pour les voyageurs qui n'ont pas d'autres options, pour les territoires qui veulent attirer du monde et pour les propriétaires qui doivent équilibrer leurs finances. On entend souvent dire que la location courte durée serait une sorte de Far West, sans règles, où chacun ferait ce qu'il veut. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. En France, il existe déjà un arsenal juridique important pour encadrer la pratique. Et ce sont les communes, et depuis fin 2024 les copropriétés, qui ont le pouvoir de l'appliquer plus ou moins strictement selon leur situation. La première règle, c'est la fameuse limite des 120 jours qui peut désormais être passée à 90 jours par les maires. Si tu loues ta résidence principale sur Airbnb, tu ne peux pas dépasser 120 nuitées par an ou 90. Au-delà, tu es considéré comme professionnel et tu dois changer l'usage de ton logement. Cette règle a un impact énorme. Elle garantit que les résidences principales ne se transforment pas massivement en meublés touristiques à l'année. Autrement dit, la majorité des particuliers qui louent de temps en temps restent dans un cadre légal très clair et très strict. Pour rappel, on parle ici de 92% des locations touristiques. Le contrôle est donc bien là. Deuxième outil, c'est le changement d'usage. Dans les grandes villes, si tu veux transformer un logement classique en location touristique dédiée à l'année, tu dois faire une demande administrative spécifique. Et dans certains cas, la règle de compensation s'applique. Ça veut dire que si tu retires un logement du marché classique pour le mettre en courte durée, tu dois en remettre un autre à disposition en longue durée dans la même zone. Paris et Bordeaux, par exemple, appliquent cette règle très strictement. C'est du coup devenu quasiment impossible d'acheter un appartement uniquement pour l'exploiter en Airbnb dans ces villes, à moins d'avoir les moyens et l'intérêt de le compenser. Et ça, très peu de propriétaires peuvent ou même ne souhaitent le faire. Troisième dispositif, c'est l'enregistrement obligatoire. De plus en plus de communes demandent aux hôtes de déclarer leur logement en mairie et d'obtenir un numéro d'enregistrement. Ce numéro doit être affiché sur l'annonce, ce qui permet de contrôler facilement si l'hôte respecte la réglementation. Ça donne aux municipalités une vraie visibilité sur le nombre de meublés touristiques actifs sur leur territoire. Quatrième dispositif, les quotas ou les interdictions locales. Certaines villes n'hésitent pas à aller encore beaucoup plus loin en limitant fortement le nombre de locations touristiques, voire en interdisant les nouvelles autorisations dans certains quartiers. C'est le cas notamment à Lyon, Annecy ou encore dans plusieurs stations balnéaires où la pression immobilière est jugée trop forte. Cinquième dispositif, les revenus tirés de la location touristique sont de plus en plus taxés. Il faut s'acquitter de la taxe d'habitation, mais aussi de la CFE dans la plupart des cas, en plus de la taxe foncière bien sûr. Au-delà de 23 000 €, il faut s'acquitter des cotisations sociales, même en loueur non professionnel. C'est 15-20% de plus en impôts que pour de la location meublée ou nue classique à l'année. Sixième dispositif, des personnes qui ne te connaissent pas peuvent réduire ton droit de propriété en t'interdisant de faire de la location courte durée. Oui, tu as bien entendu, les copropriétaires de ton immeuble peuvent aussi t'interdire de louer en courte durée depuis fin 2024. Je crois que niveau dispositif anti-location meublée, on est servi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces mesures ne sont pas théoriques. Elles sont déjà appliquées.
Paris en est le meilleur exemple. La ville a mis en place la compensation dès le premier logement, l'enregistrement obligatoire, la limite de 90 jours et des contrôles renforcés. La conséquence, c'est que le nombre de meublés touristiques dédiés a chuté drastiquement dans ces villes. Aujourd'hui, il représente seulement 0,6% du parc parisien, ce qui est marginal comparé aux logements vacants ou aux résidences secondaires. Ce cadre réglementaire a une conséquence directe, les communes gardent la main. Elles peuvent adapter la pression selon leur situation locale. Dans une ville peu tendue, elles peuvent se contenter d'un simple enregistrement, et dans une ville très tendue, elles peuvent activer tous les leviers possibles pour limiter la location touristique. C'est une flexibilité qui leur permet de trouver un équilibre sans avoir besoin d'interdictions nationales brutales. Et pour les autres, ça veut dire une chose simple. Louer en courte durée n'est pas interdit, mais ça demande de respecter les règles. Ceux qui jouent le jeu n'ont aucun souci, ceux qui trichent s'exposent à des amendes lourdes, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Autrement dit, la liberté existe, mais elle est encadrée de manière de plus en plus stricte, surtout dans les zones sous tension. D'ailleurs, de nombreux autres ont abandonné Airbnb, donc cela fonctionne. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, cela devient très compliqué d'être rentable, contrairement aux idées reçues. D'ailleurs, si tu fais partie de ceux qui louent en Airbnb de façon dédiée, que tu veux encore continuer malgré toutes ces contraintes, tu vas devoir utiliser de plus en plus d'automatisation pour résister. Et à ce sujet, j'ai développé avec mon équipe une solution d'intelligence artificielle qui te libère de la plus grosse charge mentale de ce métier. Elle répond à ta place, et même mieux que toi, aux voyageurs sur Airbnb et Booking. Les voyageurs adorent et ça te permet de passer devant la concurrence. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller y jeter un œil, je te mets le lien dans la description. Alors dire que la location courte durée est incontrôlée, ce n'est donc pas vrai. Les outils existent, ils sont appliqués et ils montrent déjà leur efficacité dans plusieurs villes françaises. Et pour ceux qui haïssent Airbnb, eh bien ils seront heureux d'apprendre que cela a eu un impact sur leur business à Airbnb au point qu'ils se diversifient maintenant dans les services, si tu as suivi un peu l'actualité. Donc j'ai envie de dire que le travail a été fait et que continuer à tirer sur cette activité devient un peu démagogique aujourd'hui et semble n'avoir que pour seul but que de détourner la population des autres problèmes plus importants et beaucoup plus difficiles à régler en matière de logement. Il est maintenant temps de te donner le chiffre que je t'ai promis au début de cette vidéo, parce que ce chiffre, il va te faire voir le débat Airbnb sous un tout autre angle. Le voici, seulement 0,2% du parc de logements en France est réellement dédié à la location courte durée, donc à l'année. Oui, tu as bien entendu, 0,2%. Ça fait 2 logements sur 1000, c'est minuscule. Pourtant, si tu regardes la façon dont on en parle dans les médias, tu as l'impression qu'Airbnb est responsable de la moitié de la crise du logement. En réalité, ces logements touristiques dédiés représentent une goutte d'eau à l'échelle nationale. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que quand tu compares ce chiffre avec un autre, tu comprends tout de suite l'ampleur du décalage. Aujourd'hui, les logements vacants en France sont 41 fois plus nombreux que les meublés touristiques dédiés. 41 fois. Ça veut dire que pour chaque logement vraiment consacré à Airbnb, il existe 41 logements complètement vides, inutilisés, qui pourraient être habités dès demain. Imagine un instant si au lieu de pointer du doigt Airbnb, on se concentrait un peu plus sur ces millions de logements vacants. Imagine qu'on mette en place des politiques fortes pour les rénover, les remettre sur le marché et les rendre accessibles. Le débat serait complètement différent et surtout, on attaquerait enfin le vrai cœur du problème. En fait, pour être honnête, la location courte durée est devenue le bouc émissaire idéal. C'est visible, ça fait réagir, ça crée des polémiques. Mais quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que son poids est minime comparé aux logements vacants, aux résidences secondaires et au ralentissement de la construction neuve. Et tu sais ce qui est fou, c'est que ce chiffre de 0,2%, on l'entend très rarement dans le débat public. Tout simplement parce qu'il est moins vendeur médiatiquement. C'est beaucoup plus simple d'accuser Airbnb que d'expliquer une crise systémique complexe qui mélange démographie, politique du logement, urbanisme et économie. C'est beaucoup plus facile de se faire élire sur de l'anti-location touristique que sur des vrais sujets d'amélioration du logement. Alors maintenant que tu as les chiffres, que faut-il retenir de tout ça? Est-ce que la location courte durée a un impact? Oui, localement, dans certaines zones tendues, elle accentue la pression, c'est sûr. Et des règles strictes sont déjà là ou vont être mises en place. Mais à l'échelle nationale, elle est marginale. Le vrai problème, ce sont les logements vides, les résidences secondaires inutilisées et la construction neuve qui s'effondre. Tant qu'on ne s'attaque pas à ces sujets, la crise continuera avec ou sans Airbnb. Alors la prochaine fois que tu entendras quelqu'un dire « c'est à cause d'Airbnb qu'on n'arrive pas à se loger », tu sauras que c'est complètement trompeur. C'est plus compliqué et c'est justement parce que c'est plus compliqué que le débat doit être honnête et basé sur les faits et les chiffres.
J'essaie toujours d'être factuel dans mes vidéos et personnellement, je pense que la location courte durée est plus un moyen qu'une fin en soi. Cela peut être utilisé dans un cas précis, intelligent et logique et toujours avec modération. Il faut juste arrêter de toujours tout voir en noir ou en blanc, la réalité est toujours plus complexe. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu penses que les locations Airbnb doivent encore plus être encadrées, encore plus être restreintes, malgré tout l'arsenal déjà disponible, même si leur impact est très faible à l'échelle nationale? Ou est-ce qu'on devrait plutôt concentrer les efforts sur les logements vacants et la construction neuve? N'hésite pas à le dire en commentaire, même en critiquant, je veux vraiment connaître ton point de vue et j'y répondrai. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le débat, pense à mettre un pouce, ça m'aide énormément. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'on va continuer à décrypter ensemble les grands sujets liés à l'immobilier, à l'investissement et à la finance personnelle. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi parce que plus on diffuse les vrais chiffres, moins on tombe dans les idées reçues et les simplifications. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.